commencer à vraiment combattre le problème. Alors, de retour au studio et notre débat principal aujourd'hui, déluge et pluies torrentielles en Égypte, serait-il le résultat de changements climatiques globaux ou régionaux ou les résultats d'une autre raison? Afin de bien répondre à ces questions, nous avons l'honneur d'accueillir Dr Abou Mohsen, professeur d'énergie renouvelable à l'Université d'Alexandrie. Bienvenue à notre programme. Merci, bonjour. Bonjour. Alors, docteur Mohsen, on vient de dire que pour la journée d'aujourd'hui, on a vu vraiment ce climatique. On a commencé avec une journée ensoleillée, puis des rafales de vent, puis maintenant des précipitations. Dites-nous un peu, est-ce que c'était toujours le cas ou vraiment il y a des changements qui ont eu lieu récemment en ce qui concerne le climat? Tout d'abord, les pronostics du climat, c'est une science très très compliquée, très difficile, parce qu'il y a tant de facteurs qui affectent ce qui se passe vraiment. Mais les modèles numériques sur ordinateur qui sont très très élaborés, et ces modèles-là, ils nous offrent la possibilité de vraiment avoir une idée de ce qui va se passer dans les 3 jours à venir avec une confidence très très élevée. Mais en général, les prédictions numériques de ce qui se passe et ce qui va se passer dans 1 mois ou 2 mois ou 3 mois sont vraiment très très difficiles. Mais il faut aussi voir que la question, est-ce qu'il y a un changement climatique global, oui ou non? La réponse est absolument oui. Voilà, parce que les gens ici en Égypte pensent qu'en fait c'est un problème local. Lorsqu'ils ont vu Alexandrie inondée et complètement noyés dans l'eau, ils ont eu l'impression que le problème était chez nous. Oui, on a un problème de drainage et c'est pour ça qu'il y aura un système qui va être mis en place. Il faut dire que le Brésil aussi est complètement détruit par Jordanie et l'Irak. La Jordanie et l'Irak. Si on parle de la région, en effet, on a la Syrie, la Jordanie et l'Irak, mais c'est au-delà de nos frontières. Même au Brésil, on a eu ça. Et en France, il y a 1 mois, au sud, ils ont été ravagés par ces pluies. Oui, absolument. Mais tout cela veut dire une chose pour tout le monde, pas seulement pour nous les Égyptiens, mais pour tout le monde. Qu'il faut vraiment regarder sur l'image totale, globale, et il faut commencer à mettre des mesures en place pour que l'on évite ces catastrophes. Et au niveau de l'Égypte, le problème est très divers, malheureusement. Parce que ce n'est pas seulement une question de un quartier dans une ville qui va se noyer pour 1 semaine. C'est malheureux ce qui se passe et les gens qui perdent beaucoup de choses. Mais il faut voir la question dans sa propre dimension. Il faut voir que si vraiment le changement climatique prévu va continuer et nous, on ne va pas nous préparer à tous ces changements-là, il y aura beaucoup plus de catastrophes qui vont venir. Alors il faut faire gaffe, il faut vraiment bien étudier ce qui se passe et il faut regarder une deuxième fois l'image en totalité. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un peu plus de pluie, ce n'est pas seulement un peu plus de pluie dans une saison qui n'est pas vraiment, on n'est pas habitué à en avoir ce genre de pluie pendant cette saison. Il y a beaucoup plus de choses, énormément de choses en plus. Il y a par exemple le niveau de la Méditerranée qui met en danger beaucoup de choses et j'ai pas remarqué que le gouvernement, notre gouvernement, a vraiment considéré la matière sérieusement jusqu'aujourd'hui. Alors, il faut voir ça, il faut voir la perte de
d'agriculture, Oui, de les surface terrains agricoles sont agricole. endommagés. Il faut voir la perte des surfaces résidentielles. Oui. Et il faut immigrer ces gens-là. Il faut aussi voir qu'il y aura une augmentation de la pollution de l'air qui va causer plus de maladies, de respiration et tout ça. Alors, il faut vraiment prendre les choses au sérieux. Oui. Et il faut regarder de tous les angles et il faut commencer, il faut démarrer, il faut qu'on voit quelque chose qui se met en place sur terrain. Oui. Alors, docteur Mohsen, là, on ne peut pas vraiment freiner ce changement climatique. Mais comment peut-on l'utiliser positivement? Vous qui êtes spécialiste dans ce domaine de l'énergie renouvelable, comment peut-on ces éléments les utiliser comme source d'énergie renouvelable ou les recycler si on peut le faire? Oui. Ben, vous avez tout à fait raison, parce que ce qui a démarré le changement climatique et ce qui accélère ce changement, c'est la pollution. Et la pollution vient de sources industrielles, mais aussi d'autres sources, comme par exemple la circulation, toutes les voitures qui circulent dans nos rues. C'est-à-dire qu'on peut prendre une mesure pour peut-être pas décélérer le changement climatique, mais aiser un petit peu la situation en prenant des mesures sérieuses pour réduire le taux de pollution qu'on cause. Et c'est pour cela qu'à Paris, à la fin de ce mois, le 30 novembre jusqu'au 11 décembre, il y aura une série de conférences, y inclut COP 21. Tout ça va se passer à Paris et on le dit, on le promet, qu'il y aura vraiment un changement sur le niveau global pour le taux des émissions de pollution quand on brûle du carburant, que ça soit dans l'industrie ou bien dans la circulation. C'est-à-dire qu'on a commencé à prendre les choses au sérieux pour, par exemple, les véhicules. On a commencé à augmenter... Malgré le scandale de Volkswagen? Oui. Ouais, ça c'est parce que là, c'est un gros dossier aussi qui va être traité, puisque je pense qu'à l'approche justement de la COP 21, on a l'impression que il y a énormément de secrets qui ont été révélés. On a l'impression que les pays les plus riches sont toujours égoïstes. Ce sont eux d'ailleurs qui ont pollué la planète. Aujourd'hui, ils en veulent aux pays en voie de développement de polluer, alors que ce sont eux la cause du problème. Et Volkswagen est encore une fois un exemple. Donc en fait, on a l'impression que rien n'a changé. Vous avez absolument raison. C'est-à-dire que ça, c'est un angle dominant dans la question. Et ce n'est pas seulement les gouvernements de certains pays, mais il faut voir les groupes d'intérêt. Oui. Les groupes d'intérêt qui veulent que l'humanité continue à brûler des carburants, que ce soit dans l'industrie ou bien dans les voitures et tout ça. C'est-à-dire, par exemple, on a les bagnoles électriques. Oui. Tesla, par exemple, il y a plusieurs marques qui sont vraiment très, très raisonnables à utiliser, mais il y a une résistance énorme dans le marché par les groupes pétroliers. Parce qu'une fois que les bagnoles électriques vont dominer, ça va causer une grande perte aux pétroliers. Alors les pétroliers, ils résistent tout ça. Alors il faut voir, ça c'est un angle très important, je suis très content que vous avez mis en question. Les groupes d'intérêt sont vraiment c'est comme ce qu'on voit en Chine. Criminels. La Chine est le pays qui dépense le plus pour justement... Oui, la Chine et le climat et tout, mais c'est le pays le plus pollueur de la planète. Donc on a l'impression qu'on a un décalage. Oui, je dépense beaucoup, mais je pollue beaucoup également.
Et on ne peut pas lui en vouloir parce que toutes ces usines ont été créées dans les années 60, début des années 60, à l'image des États-Unis et de l'Europe qui se montraient comme des exemples d'industrie modèle. Aujourd'hui, on en veut à la Chine qu'elle pollue, mais après quoi je pense que... Mais vous savez, la Chine, ils ont commencé vraiment à prendre des mesures positives. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, le besoin à l'électricité en Chine était énorme, bien sûr.